Bienvenue. Heureuse de vous compter parmi nous pour un nouveau Zoom Invest. Le fameux pivot, longtemps attendu, est finalement réalisé. Les banques centrales américaines et européennes ont finalement baissé leur taux directeur, avec un impact direct sur les intérêts à long terme. Quelles sont maintenant les régions, les secteurs ou les classes actifs qui pourraient en profiter? J'en parle avec Romain Diderix, gestionnaire de fonds chez KBC Asset Management. Bonjour Romain. Bonjour Marc. Depuis longtemps, on parle maintenant de ce fameux pivot. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que ça veut dire exactement et ce qui s'est passé au sein des banques centrales européennes et américaines? Oui, alors certainement. Donc, comme tu l'as dit, les banques centrales, en tout cas la plupart des banques centrales mondiales, ont amorcé leur pivot dont on parlait depuis un moment. Donc, ça veut dire qu'après une période assez prolongée de taux élevés, d'abord de hausse de taux et puis de taux élevés, ces banques centrales ont décidé de baisser leurs taux. Donc, la Banque centrale américaine, la Réserve fédérale, a baissé ses taux en septembre de 50 points de base, donc 0,5%. Ce qui est un petit peu plus que ce que le marché anticipait. Certains anticipaient 25, d'autres 50, donc en moyenne c'est un petit peu plus. Maintenant, quand on prend un petit peu de recul, on se rend compte que ce n'est pas énorme non plus. C'est vraiment un premier pas dans cette procédure d'assouplissement de la politique monétaire, parce qu'entre début 2022 et l'été 2023, le taux directeur de la Réserve fédérale était passé de pratiquement 0 à plus de 5%. Donc un cycle de hausse vraiment impressionnant. Oui. Du côté de la Banque centrale européenne, donc on a eu le même genre de cycle de hausse de taux sur la même période où les taux directeurs sont passés de moins 0,5% à 4%, donc également un cycle de taux assez impressionnant. Et là, la Banque centrale européenne a baissé ses taux deux fois déjà, deux plus petites fois, en juin et en septembre, de 25 points de base à chaque fois. OK. La première étape, tu viens de mentionner. Est-ce que tu crois alors qu'il y a encore des autres baisses qui vont suivre? Oui, alors les banques centrales, en tout cas la Banque centrale américaine et la Banque centrale européenne, ont annoncé leur volonté de continuer à normaliser leur politique monétaire, donc continuer à diminuer leurs taux. Nos économistes prévoient encore 75 points de base de baisse de taux aux États-Unis pour la fin de cette année et 25 points de base en Europe. Pour l'année prochaine, ils anticipent 1%, donc 100 points de base de baisse de taux aux États-Unis et en Europe. Alors tout ça sera dépendant, bien entendu, des données économiques qui seront publiées. On sait que les banquiers centraux sont très sensibles à ces données économiques et donc en fonction de ce qui est publié, le cycle ira soit plus ou moins vite, plus ou moins loin. Oui. Data dependent, on dit, donc les données. Mais ce sont quelles données exactement dont on parle? Alors, la BCE a une priorité absolue, c'est la stabilité des prix. Donc, ça veut dire que le mandat de la BCE, c'est vraiment de maintenir une inflation sous contrôle, proche des 2%, si possible un petit peu en dessous. Du côté de la Réserve fédérale américaine, là, elle a un double mandat, comme on appelle. Il y a ce même objectif de stabilité des prix, d'une part, mais d'autre part, la Fed vise aussi le plein emploi. Avec derrière tout ce que ça implique en termes de croissance économique. L'activité économique doit être suffisamment bonne pour que le plein emploi soit atteint ou en tout cas approché, mais d'autre part, il faut trouver un certain équilibre entre l'offre et la demande de biens et de services pour que l'inflation ne soit ni trop basse ni trop élevée. La théorie reste la même toujours. Donc on augmente les taux d'intérêt pour freiner l'inflation et on diminue les taux d'intérêt pour stimuler l'économie, n'est-ce pas? C'est exactement ça. Donc ici, on a connu une période d'inflation très élevée à cause de plusieurs choses, notamment des prix de l'énergie qui étaient élevés avec cette guerre en Ukraine, un marché de l'emploi très tendu, notamment aux États-Unis, et tous ces plans de relance qui ont été mis en place par les différents gouvernements pendant la crise du Covid, afin de relancer la consommation des ménages. Donc ce qui se passe quand l'inflation est trop élevée, c'est que les banques centrales décident d'augmenter leurs taux, ce qui a comme conséquence d'augmenter les taux des crédits, hypothécaires, etc., naturellement, et donc moins de consommation, moins d'investissement, ça a également un impact sur l'immobilier et donc en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? L'économie ralentit, ce qui permet d'abaisser la pression sur les prix et l'inflation redescend. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il semble en tout cas avoir réussi. L'inflation a commencé l'année en Europe juste en dessous de 3%, en août elle était à 2,2%. Aux États-Unis, elle est également en dessous de 3%.
Et donc maintenant, les banques centrales peuvent se concentrer sur la deuxième partie de leur mandat, la croissance économique. Parce que, comme je l'ai dit, la croissance économique a ralenti. Et il veut maintenant stimuler, je suppose. Et les banques centrales veulent maintenant stimuler. Ça, c'est la théorie derrière. Donc, ils espèrent qu'avec cette baisse des taux d'intérêt, ils peuvent stimuler cette économie. Mais est-ce que tu ne crois pas qu'ils sont un peu trop tard? Parce qu'on parle quand même déjà de la faiblesse économique en Allemagne, par exemple, et également aux États-Unis. La faible économie est un thème dans les élections pour l'instant. Oui, tout à fait. Mais alors, c'est vraiment un équilibre très complexe à trouver pour les banquiers centraux parce que, d'une part, il y a ce ralentissement de l'économie qui est évident, plus en Europe qu'aux États-Unis, mais on voit aussi des signes aux États-Unis. Mais d'autre part, les banquiers centraux veulent être absolument certains que l'inflation est sous contrôle avant de vraiment pouvoir assouplir la politique monétaire. Ouais. Maintenant, on peut assimiler l'exercice de politique monétaire à un paquebot, par exemple, parce que ça prend énormément de temps pour changer de bord. Mais la direction est vraiment claire. C'est un peu pareil pour la politique monétaire. Quand une banque centrale décide d'augmenter ou de baisser ses taux, les impacts sur l'économie ne se font pas sentir directement. Ça prend des mois, voire des années. Oui, OK. Alors, il y a pas seulement les taux directeurs, il y a également les taux à plus long terme. Quel est l'effet à ce taux-là, le taux à plus long terme? Alors, les marchés financiers s'ajustent tous les jours en temps réel et en fonction des données économiques principalement. Donc, les marchés financiers s'attendent depuis un moment déjà à ces baisses de taux, ce qui veut dire que les taux à plus long terme sur les marchés ont déjà commencé à diminuer depuis un certain temps. C'est aussi vrai pour les taux hypothécaires, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui soutient les marchés boursiers depuis quelques temps maintenant. OK. Alors, faisons déjà le pont vers les marchés financiers. Je suppose qu'un taux qui baisse, c'est bon pour les obligations. Mais qu'en est-il pour les actions? Alors, pour les obligations, premièrement, c'est principalement bon pour les obligations d'État. Parce que typiquement, les obligations d'État sont plus longues que les obligations d'entreprise. Il faut savoir qu'il y a une relation inverse entre les taux d'intérêt et le prix des obligations. Donc, quand le taux d'intérêt diminue, le prix d'une obligation augmente. Plus une obligation a une maturité résiduelle qui est longue, plus cette relation inverse est puissante. Donc, plus une baisse de taux va causer une hausse de prix importante. Pour les actifs plus risqués, les obligations d'entreprise, les actions par exemple, c'est un petit peu plus complexe à analyser parce que ça dépend également de ce qui va se passer dans l'économie. Donc nous, on identifie deux scénarios principaux qui peuvent se produire, soit un atterrissage brutal de l'économie, soit un atterrissage en douceur. Notre vue à nous, c'est un atterrissage en douceur, où l'économie ralentit, comme on le voit pour l'instant, c'est normal suite à toutes ces hausses de taux, mais la croissance reste positive. Si ce scénario se réalise, on peut donner une grande distinction aux banquiers centraux parce que c'est vraiment le scénario parfait qu'on appelle Goldilocks, où les banquiers centraux réussissent à réduire l'inflation tout en maintenant une activité économique à flot. Et ça, c'est le scénario le plus favorable pour les actifs risqués dans le marché boursier. OK. Mais quelque chose me dit que ce scénario n'est pas à 100% sûr. Il y a quand même toujours le risque d'un atterrissage plus profond, je dirais, ou même d'une récession. Oui, tout à fait. Et on voit que de temps à autre, il y a quelques épisodes de volatilité sur les marchés. On a vu notamment début août, les marchés actions aux États-Unis ont perdu près de 10%. Il y a eu de la nervosité en Europe aussi, logiquement, suite à un rapport sur l'emploi américain qui était un peu plus mauvais qu'attendu. Donc on voit que les corrélations normales sont de retour. Quand il y a des données économiques plus mauvaises qu'anticipées qui sont publiées, eh bien, les actifs risqués tendent à chuter. Et c'est là que les banquiers centraux ont un véritable rôle de signal également à avoir. Ils doivent réussir à convaincre le marché qu'ils baissent leurs taux parce que l'inflation revient bien à des niveaux acceptables et non parce que l'économie est en train de ralentir trop fort à leur goût. OK. C'est clair. Donc, notre scénario de base, c'est un atterrissage en douceur, je dirais. Quels sont les secteurs principaux qui pourraient en profiter? Je suppose que, par exemple, le secteur immobilier est un des secteurs qui pourrait en profiter, non? Exactement. Donc, nous, on a augmenté le poids du secteur immobilier dans notre stratégie il y a quelques semaines parce que les sociétés de ce secteur sont
assez endettés. Donc ça veut dire que quand les taux diminuent, eh bien, la charge de leur dette devient plus supportable. Ouais. En plus, c'est un secteur qui a assez souffert pendant le cycle de hausse de taux et donc les valorisations sont maintenant très attractives, principalement en Europe. Les taux de dividendes notamment sont maintenant vraiment intéressants et sont même plus élevés que les taux à long terme. Oui, ok. Donc d'un côté, il y a le secteur immobilier, mais à côté de ce secteur, est-ce qu'il y a d'autres secteurs qui sont encore intéressants maintenant ? Oui, alors on pourrait parler des secteurs défensifs, comme la santé par exemple, les télécommunications, qui sont souvent assimilés à un substitut des obligations. Les logiciels aussi, dont on a également augmenté le poids dans la stratégie récemment. Oui. Le secteur des matériaux aussi, parce que si l'immobilier, via des taux plus bas, revit, il y a plus d'investissement dans ce secteur et donc les matériaux, naturellement, en profitent également. Donc, Oui, idéal. OK. Quand il y a des gagnants, il y a également des perdants, je suppose. Maintenant, le secteur financier, par exemple, a bien profité de ce scénario des taux qui étaient à la hausse. Est-ce que maintenant, c'est ce secteur-là qui pourrait souffrir ? Alors, pas forcément. C'est plus nuancé que ça. Ce qui est surtout important pour les banques, notamment, c'est que les taux à long terme soient plus élevés que les taux à court terme. Parce que typiquement, l'activité d'une banque, c'est d'emprunter à court terme et de prêter à long terme. Alors quand les banques centrales décident de diminuer leurs taux, les taux court terme répondent plus que les taux à long terme. Ça veut dire que les taux à court terme diminuent plus que les taux à long terme. Et donc l'écart entre ces taux long terme et court terme grandit et on dit que la courbe de taux se quantifie. Donc ça, c'est positif pour les banques. Maintenant, ce qui va être également très important, c'est l'activité économique globale. Parce que si l'activité économique reste bonne et que les défauts de paiement restent maîtrisés, restent assez peu fréquents, nous, on pense qu'il y aurait encore des bonnes opportunités sur les services financiers qui ont notamment des valorisations assez attractives. OK. J'essaie quand même encore une fois. Par exemple, les Magnificent Seven, les grands gagnants ces derniers temps, est-ce que là, il y a des changements ? Alors là, c'est une histoire un peu à part parce que pourquoi est-ce que ces sociétés ont si bien fonctionné ces dernières années ? C'est principalement grâce à tout ce qui entoure l'intelligence artificielle. En effet, oui. Il n'y a pas vraiment de raison de penser que les perspectives de croissance derrière ce thème de l'intelligence artificielle sont moins bonnes aujourd'hui qu'elles ne l'étaient. Maintenant, c'est vrai que historiquement, on se rend bien compte que quand les taux diminuent, les small caps, donc les entreprises de plus petite taille, tendent à surperformer les plus grosses sociétés parce que typiquement, c'est des sociétés plus endettées. Et donc, elles profitent plus que les autres des baisses de taux. OK. Alors, j'essaye de récapituler un peu les différents secteurs. Donc, les gagnants par excellence, c'est le secteur immobilier. Mais à côté de ce secteur immobilier, il y a également les secteurs plus défensifs, comme pharma, par exemple. À côté de pharma ou de ces secteurs défensifs, il y a les small et mid caps, mais également, par exemple, les logiciels et les matériaux de base. On a parlé des actions, mais il y a sans doute aussi des thèmes dans les obligations qui pourraient profiter de ce baisse des taux. Exactement, notamment les marchés émergents, parce que typiquement, les obligations des marchés émergents tendent à bien performer quand la Fed décide d'assouplir sa politique monétaire, donc de baisser ses taux. Et c'est notamment via le fait que le dollar a tendance à se déprécier. Parce qu'il faut savoir que quand une banque centrale décide de diminuer ses taux, une simplification, mais toutes autres choses restant égales, la devise de son pays tend à se déprécier. Donc avec des baisses de taux aux États-Unis, le dollar, de nouveau, toutes autres choses restant égales, devrait également se déprécier. OK. Merci beaucoup pour ces éclaircissements, cher Romain. Avec plaisir. Voilà, c'est tout pour cette fois. Je retiens 3 choses importantes. 1, que le pivot longtemps attendu est finalement réalisé. 2, que nous attendons encore des baisses des taux, aussi bien pour cette année que pour l'année prochaine. Et 3, que le secteur immobilier est un secteur qui pourrait profiter par excellence de cette baisse, mais également les secteurs défensifs et, par exemple, les logiciels et les matériaux de base. Des secteurs que nous renforçons dans notre stratégie d'investissement. Merci d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau Zoom Invest.